Nous allons vous présenter aujourd'hui les complications aiguës du diabète, l'acidocétose. Donc, pour ce faire, on va commencer par une définition, ou quelques définitions. Des définitions importantes qui nous aideront par la suite pour le diagnostic et la prise en charge. Bien sûr, on va commencer par la définition de l'acidocétose. L'acidocétose, donc, c'est un état d'acidose métabolique associé à une carence totale ou relative en insuline, induisant donc une hyperglycémie et conduisant à un état d'acidose métabolique à 3 anionique élevé avec présence de corps cétonique et d'hyperglycémie. Donc pour la définition de l'acidocétose, le premier critère de l'acidocétose diabétique, le premier critère c'est l'hyperglycémie. Donc elle est globalement, dans la plupart des définitions, donc supérieure à 2,5 grammes par litre, associée à la présence de corps cétoniques, dépistés ou recherchés dans les urines ou dans le sang, sachant que la plupart des fois dans nos services, aux urgences, etc., c'est plutôt dans les urines que nous pouvons détecter les corps cétoniques, mais nous verrons que cette détection est moins pratique, essentiellement dans les acidocétoses sévères. Avec un pH acide, plus souvent inférieur à 7,25, et un taux d'HCO3- inférieur à 20. Dans certaines définitions, vous trouverez 18. Donc c'est une acidose avec cétose associée à un état diabétique, un état d'hyperglycémie. Avant de passer à la physiopathologie, d'autres petites définitions sont nécessaires à la compréhension. Nous allons commencer par la définition du 3 anionique. Donc nous avons dit que l'acidocétose est une acidose métabolique à 3 anionique élevé. Donc le 3 anionique, c'est la différence entre le sodium, la plus, moins, la somme des anions que sont le chlore et l'HCO3-. Dans certaines formules, vous retrouverez le potassium ajouté, mais il n'est pas nécessaire de compliquer la formule du 3 anionique. Cette formule est largement suffisante. Donc, un 3 anionique normal est compris entre 8 à 12 millimoles par litre. Ce 3 anionique, en fait, c'est les anions qui ne sont pas représentés dans cette formule. En réalité, donc, ça sera essentiellement les protéines, sous forme de protéinates, et d'autres acides organiques, tels que l'acide lactique, etc., retrouvés dans le sang d'une façon physiologique. Toute élévation du 3 anionique signifie qu'il y a d'autres anions indosés qui ont augmenté. Donc, augmentation de ces anions indosés. Dans le cas de l'acidocétose, cet anion indosé, c'est bien sûr les corps cétoniques. Donc, avant de continuer, nous allons vous présenter quelques notions biochimiques sur les corps cétoniques. Vous verrez que cette partie est nécessaire pour la prise en charge. Nous pourrons discuter dans le live que nous ferons tout à l'heure. Donc la biochimie des corps cétoniques, en fait, les corps cétoniques sont essentiellement représentés par l'acétoacétate, l'acide bêta-hydroxybutyrique
et l'acétone. Hydroxybutyrique. Et l'acétone. L'acétoacétate ou l'acide acétoacétique et l'acide bêta-hydroxybutyrique sont les corps cétoniques acides. L'acétone, par contre, lui, ne participe pas à l'acidose, donc il n'est pas acide. Il n'a pas de propriété de relarguer du H+. Ces trois corps cétoniques sont le produit de dégradation, on va dire, produit du métabolisme, du catabolisme des acides gras et des acides aminés dits cétogènes, tels que la leucine, par exemple. Ils sont utilisés comme ressources énergétiques, en fait, en participant ou en pénétrant dans le cycle de Krebs à partir de la synthèse de l'acétyl-CoA, essentiellement à partir de l'acétoacétate. Donc nous allons un peu vous expliquer cette partie-là, un peu plus en détail. Bien sûr, si vous avez des questions, nous discuterons ça plus en détail dans le chapitre, dans la partie questions-réponses, dans le live. Donc en fait, vous avez les acides gras et les acides aminés cétogènes qui sont transformés par plusieurs réactions enzymatiques en acétoacétate. Ça se passera essentiellement au niveau du foie, qui finalement pourra passer par trois réactions métaboliques. Une réaction métabolique spontanée donnera l'acétone, qui est en fait, on peut dire, un déchet, puisque lui, il ne pourra pas être réutilisé ou utilisé comme substrat énergétique. Il sera éliminé essentiellement par voie respiratoire. C'est ce qui donne la laine dite cétonémique ou la laine en pomme rainette. Deuxième voie, donc on a les voies enzymatiques de transformation de l'acétoacétate en acide bêta-hydroxybutyrique. Cette réaction est réversible, c'est-à-dire qu'une autre enzyme peut participer à la synthèse de l'acétoacétate à partir de l'acide bêta-hydroxybutyrique. En fait, cette réaction permet de ne pas accumuler l'acétoacétate et surtout de pouvoir réguler la suite des réactions biochimiques. Tout en sachant que l'acide bêta-hydroxybutyrique a un pKa plus bas, donc c'est un acide plus fort que l'acide acétoacétique. Donc l'acétoacétate, par contre, lui, pourra entrer dans le cycle de Krebs à partir de après la transformation en acétyl-coenzyme A. Et donc, être un substrat énergétique. Donc, à partir de là, vous comprenez que les corps cétoniques peuvent être ou seront utilisés comme substrat énergétique, essentiellement en absence du substrat énergétique le plus important de l'organisme, qui est le glucose. Et là, vous voyez que la synthèse de l'acide acétoacétique induira ou permettra la synthèse de l'ATP ou permettra il est utilisé comme substrat énergétique. Par contre, l'acide bêta-hydroxybutyrique ne peut pas être utilisé comme substrat énergétique, sauf après qu'il soit transformé en acide acétoacétique. Donc, quand nous avons une saturation
des enzymes responsables de la voie métabolique principale, c'est-à-dire la voie métabolique qui permet la synthèse de l'ATP, il y aura accumulation ou déviation de la voie métabolique de l'acide acétique vers l'acide bêta-hydroxybutyrique pour qu'il n'y ait pas d'accumulation d'acide acétate, sachant que l'acide bêta-hydroxybutyrique, comme on avait dit, il est responsable, il a un pKa donc plus bas, il est plus acide, et donc c'est lui qui est responsable d'une acidose dans les cas de l'acidocétose diabétique. En fait, donc c'est le corps cétonique responsable de l'acidocétose. Ces deux corps cétoniques ne sont pas détectés dans les urines. C'est l'acide acétoacétique qui est détecté dans les urines. Par contre, l'acide bêta-hydroxybutyrique, lui, ne l'est pas, donc par les bandelettes urinaires, et ça, il sera détecté essentiellement par les bandelettes de cétonémie. Voilà, pour cette partie, comme nous avons dit, on pourra la détailler un peu plus tout à l'heure. Si vous avez des questions. Passons maintenant à la physiopathologie. Comme nous avons dit, la physiopathologie commence par un déficit en insuline. C'est un déficit, en fait, vrai, absolu ou relatif. C'est-à-dire qu'il y a un manque d'insuline par rapport aux autres hormones, ce qu'on appelle les hormones de contre-régulation. Quelles sont ces hormones-là? Donc, ce sont les hormones hyperglycémiantes du corps, que sont le glucagon, les catécholamines, le cortisol, et la GH. La définition, nous l'avons vue. L'hormone de croissance. Donc, c'est un déficit dit absolu, pas d'insuline, donc automatiquement le rapport des hormones de contre-régulation sur l'insuline sera élevé, ou alors il y a de l'insuline, mais par rapport aux hormones de contre-régulation, il n'y a pas assez d'insuline, soit par défaut d'action, insulino-résistance, mais essentiellement par stimulation des autres hormones. Nous verrons les situations particulières dites les situations provoquant ou favorisant l'acidocétose. Vous connaissez les infections, etc. Donc, à partir de là, diminution de l'insuline, augmentation des hormones de contre-régulation, nous allons avoir une cascade de réactions biochimiques conduisant à cet état d'acidocétose. Donc, les premières réactions, donc le glucagon et les catécholamines seront responsables essentiellement d'une néoglucogénèse et d'une glycogénolyse. Néoglucogénèse à partir d'acides aminés ou d'autres substrats glucoformateurs, tels que le lactate, le pyruvate, etc. Et une glycogénolyse qui va donc permettre de dégrader le glycogène stocké au niveau hépatique. Ces deux phénomènes vont concourir à l'hyperglycémie.
Les autres hormones, GH et cortisol, participent à cette hyperglycémie. Entre-temps, la GH et le cortisol ayant augmenté, il va y avoir une augmentation de la lipolyse. Cette lipolyse va conduire à la production de corps cétonique, comme nous avons vu tout à l'heure que les corps cétoniques sont produits à partir d'acides gras. Cette lipolyse, si elle prend assez de temps, essentiellement par exemple dans les acidocétoses de diabète inaugural, ce qu'on appelle les acidocétoses inaugurales, va induire une perte de poids. L'hyperglycémie va induire une augmentation de l'osmolarité plasmatique. Et donc, une déshydratation intracellulaire qui va se manifester par une soif. Pardon. L'hyperglycémie induira une perte de glucose dans les urines, une glucosurie. La glucosurie induit une polyurie. Participera bien sûr par la perte d'eau libre à l'augmentation de l'osmolarité et à la déshydratation intracellulaire qui va se manifester, donc on a dit, uniquement par une soif, souvent associée à une polydipsie. Cette glucosurie ou cette diurèse osmotique entraînera une perte d'ions dans les urines, Na+, et K+. Natriurèse et kaliurèse. Donnant ainsi une déshydratation extracellulaire. Nous aurons une déshydratation globale. Par ailleurs, les corps cétoniques augmentant, essentiellement l'acide bêta-hydroxybutyrique, nous allons avoir l'installation d'une acidose. Donc c'est une acidose, bien sûr, métabolique, patron ionique élevé. Cette acidose va se manifester cliniquement par une hyperventilation, respiration de Kussmaul,
Les corps cétoniques, essentiellement, après transformation non enzymatique de l'acétoacétate en acétone, nous aurons une haleine particulière. Donc, l'haleine cétonémique ou cétonique. L'acidose va être à l'origine aussi de vomissements qui vont aggraver la déshydratation. Vous savez, quand nous avons une acidose, les mécanismes de régulation sont toujours en place. Par exemple, comme on avait dit, il y a l'hyperventilation qui va permettre de diminuer le CO2 et de maintenir un pH, on va dire, compatible avec la vie. Nous avons aussi la perte d'H+, au niveau rénal. C'est ce qu'on appelle l'acidité titrable et non titrable. Donc cette perte d'H+, sera essentiellement par les phosphates. D'où une perte de phosphate dans les urines, dans l'acidocétose. Nous allons voir que ça peut avoir une implication dans la prise en charge. L'acidose va aussi induire le transfert du potassium du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire, ce qui va maintenir ou augmenter la kaliémie. Mais, entre-temps, le Na+ ayant été perdu dans les urines avec, bien sûr, la déshydratation extracellulaire, on aura une augmentation de l'aldostérone qui va accentuer la perte urinaire de potassium. Donc, globalement, nous avons des facteurs tendant à diminuer la quantité de potassium dans l'organisme et nous avons des facteurs tendant à transférer le potassium du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Donc, le potassium que nous dosons dans le sang n'est pas le reflet de la quantité de potassium totale dans l'organisme. Essentiellement, donc, puisqu'on a une perte et un transfert, la correction d'acidose va démasquer cette diminution du potassium total. On verra que ça va avoir des implications dans la prise en charge. Cette déshydratation va induire une insuffisance rénale aiguë, fonctionnelle, par diminution de la perfusion rénale, et elle sera à l'origine des troubles neurologiques. De l'acidocétose, aboutissant jusqu'au coma acidocétosique. Voilà, en somme, les principaux éléments physiopathologiques de l'acidocétose. Donc, nous avons les signes cliniques, soif, polyurie, polydipsie, perte de poids, fatigue par manque d'utilisation de glucose, puisque le glucose ne rentre pas dans la cellule à cause du manque d'insuline. Il y aura une diminution, une fatigabilité, qui va encore participer à l'hyperglycémie. Des signes cliniques liés à l'acidose, hyperventilation, vomissement, et des signes un peu des corps cétoniques, l'haleine cétonémique. Aboutissant essentiellement par la déshydratation à un coma dit acidocétosique. Des éléments biologiques, l'hyperosmolarité, la déshydratation intracellulaire, la déshydratation extracellulaire, la déshydratation globale, les pertes d'ions, phosphate, sodium, potassium, l'insuffisance rénale. Tout ça va avoir des implications dans notre prise en charge. Donc en fait, la prise en charge,
sera d'arrêter le phénomène induisant l'insulinopénie relative ou totale. On va aussi donner de l'insuline pour contrebalancer ce déséquilibre. On va rétablir l'état d'hydratation du patient, corriger les troubles hydroélectrolytiques, et c'est ça qui va être à l'origine de la correction de l'acidose et des signes cliniques. Nous allons passer, sans trop tarder, à la prise en charge pratique. Passons maintenant à la prise en charge. La prise en charge va se baser essentiellement sur ce qu'on a vu sur les mécanismes physiopathologiques. Donc on va corriger, on va en fait restaurer les paramètres physiopathologiques que nous avons vus dans le sens inverse de la cascade chronologique que nous avons vue tout à l'heure. Donc la première étape à faire, ça sera bien sûr de faire le diagnostic et surtout de chercher les éléments de gravité. Parce que la prise en charge de la cytocétose dépendra de sa gravité. Et pour cela, donc, la gravité, elle est essentiellement clinique. Donc nous devons prendre les éléments que nous connaissons de la prise en charge aux urgences, c'est-à-dire l'état respiratoire, circulatoire et neurologique. Donc les éléments de gravité, ça sera l'hypotension, une insuffisance respiratoire, une désaturation, et surtout l'état neurologique, le coma. Donc après avoir évalué la gravité de la situation, nous passerons à la biologie. Essentiellement, en fonction rénale. Bien sûr, faisons passer la définition, la glycémie, le corps cétonique et l'HCO3-. Le potassium, très important. Et des bilans en rapport avec le facteur déclencheur. Nous devons bien sûr rechercher le facteur déclenchant. Donc ça peut être un diabète inaugural, une infection, et donc rechercher le site infectieux, faire une enquête bactériologique, ou une mauvaise observance du traitement. Ce sont les 3 situations les plus fréquentes. On va en parler un peu plus en détail, situation particulière tout à l'heure. Deuxième partie, comme nous avons vu, la gravité de la cytocétose réside essentiellement dans la déshydratation. Donc l'état ou l'instabilité neurologique, voire hémodynamique, est en rapport avec la déshydratation. Donc, le traitement va se baser sur la réhydratation, en premier lieu. Nous débattrons tout à l'heure, si vous voulez, du comment de cette réhydratation. Les guidelines donc, que nous allons mettre à votre disposition recommandent d'utiliser du sérum salé isotonique, un débit de 1 litre par heure pour la première heure, puis 1 litre par 2 heures,
puis 1 litre par 2 heures, puis 1 litre par 4 heures, puis 1 litre par 4 heures, puis 1 litre par 6 heures. Cela en absence d'hypotension, c'est-à-dire avec pression artérielle systolique supérieure à 90 mm de mercure. Sinon, nous devons faire augmenter cette pression. Donc, nous devons faire un remplissage plus rapide, disons 500 cc en un quart d'heure pour la première heure. Donc, la réhydratation est l'urgence dans la prise en charge de l'acidocétose, suivie en deuxième lieu du potassium. Il faut évaluer la kaliémie avant de passer à l'insulinothérapie. Donc, si le potassium est supérieur à 5,5, nous commençons l'insuline. S'il est entre 3,5 et 5,5, nous rajoutons du potassium aux solutés de réhydratation, globalement 1,5 g de potassium, de KCl, par 500 cc de soluté. Et on commence l'insuline. Si le taux si la kaliémie est inférieure à 3,5, on commence par la supplémentation avant l'insulinothérapie. Quatrième point, donc nous avons vu, on réhydrate, on corrige les troubles hydroélectrolytiques, donc l'hypokaliémie, et nous instaurons une insulinothérapie. Dans la plupart des guidelines, le bolus n'est pas obligatoire, bon, il n'est pas recommandé. Donc nous commençons d'emblée par une infusion continue de 0,1 unité par kilo par heure. Donc nous prenons 50 unités d'insuline dans 50 millilitres de sérum salé ou de plasma jaune. Il faudra penser aux complications du traitement de l'acidocétose. C'est un point très important dans la prise en charge, puisque le dépistage, la recherche et la prise en charge de ces complications, et surtout leur prévention, c'est un point clé, pivot dans la prise en charge de l'acidocétose. Ces complications sont l'hypokaliémie, comme nous avons vu, rechercher une hypokaliémie initialement avant de commencer le traitement est indispensable. L'hypoglycémie, il faudra maintenir une insulinothérapie malgré la baisse du glucose, puisque c'est cette insulinothérapie qui va permettre de rééquilibrer la balance entre l'insuline et les hormones de contre-régulation. Donc, il faudra maintenir une glycémie normale ou supranormale, généralement au-dessus de 2 à 2,5, aux alentours de 2 à 2,5 g par litre. Troisième élément, l'œdème cérébral. Complication redoutable qu'il faut prévenir en empêchant donc une baisse trop rapide de l'osmolarité, essentiellement par le maintien de la glycémie et en donnant des solutés plutôt normo-osmolaires ou iso-osmolaires que hypo-osmolaires. Et la surcharge hydrique, l'œdème aigu du poumon, qu'il faudra donc dépister, rechercher, examiner, faire un examen clinique répété, donc l'auscultation, rechercher ça chez les patients à risque, insuffisants rénaux, insuffisants cardiaques, et aussi par le suivi de la diurèse. Cette
prise en charge sera donc suivie d'une évaluation obligatoire des paramètres que nous venons de citer. Nous vous proposons une évaluation standard qu'on pourra discuter et adapter tout à l'heure. Cette évaluation va se baser sur une glycémie horaire, des gaz du sang veineux après la première heure de traitement et chaque 2 heures. Pas de cétonurie, il ne faut pas se baser sur la cétonurie. Si la cétonémie est disponible, ça sera notre élément de surveillance, mais pas la cétonurie. Donc, glycémie horaire. Il faut une cétonémie pour le suivi, ou s'il n'y a pas de cétonémie, on ne fait pas la cétonurie, et gaz du sang veineux après 1 heure, puis chaque 2 heures, si disponible. Donc, il faut une diminution d'environ 0,5 g par litre par heure de glucose. Une diminution pour la cétonémie, il faut aussi une diminution de cétonique de 0,3 mmol par litre. Nous n'avons pas ça. Ou alors, une augmentation de l'HCO3- de 3 mmol par litre par heure. Si ces objectifs sont atteints, nous continuons la prise en charge. S'ils ne sont pas atteints, nous pouvons proposer une augmentation de l'insulinothérapie par soit une unité par heure, comme c'est recommandé dans certains guidelines. Parfois, vous aurez des guidelines qui vous demanderont de doubler la vitesse initiale. Si la glycémie est inférieure à 2 ou 2,5 g par litre, au début, il vaut mieux rester sur le 2,5 puis 2 g par litre. Il faudra mettre un soluté glucosé, un G10 à 125 ml par heure, avec, bien sûr, n'oubliez pas, l'adjonction de potassium. Dès que les objectifs sont atteints, il faudra, pour dire que la cytocétose est résolue, un pH supérieur à 7,3 ou une cétonémie normalisée, HCO3- supérieur à 18 ou à 20 mmol par litre. Nous pourrons discuter de ces points plus tard. C'est là où nous passerons à une diminution de l'insuline et le switch vers une insulinothérapie sous-cutanée. N'oubliez pas de rechercher le facteur déclenchant et de le traiter. Je pense que nous pourrons discuter plus en détail de cette partie de prise en charge qui nécessite une interactivité dans le débat que nous allons commencer tout à l'heure.